Test d'hypothèse, deuxième partie, où cette fois, nous allons nous intéresser aux comparaisons. Commençons donc par le test de deux moyennes, où nous avons deux échantillons. Un échantillon 1 caractérisé par une moyenne et un écart type. Et un deuxième échantillon caractérisé lui aussi par une moyenne et un écart type. La question qui se pose est de savoir si la différence entre les deux échantillons est-elle significative ou pas. L'hypothèse de départ est donc H0 qui affirmerait que les deux populations sont identiques. De là, nous pourrions définir également une hypothèse alternative qui dirait que cette fois-ci, mu1 et mu2 sont bien différents, ce qui entraînerait à ce moment-là une différence significative. C'est le test bilatéral. Ou alors, les deux tests unilatéraux, le premier étant que mu1 est supérieur à mu2, ou l'autre, hypothèse alternative, qui dirait que mu1 est inférieur à mu2. Cette fois-ci, deux possibilités de choix pour le test unilatéral. De cela, nous pouvons définir une variable aléatoire grand D, définie par les deux variables aléatoires grand X1 et grand X2, dont on aurait fait la différence des moyennes, et qui suivrait une loi normale avec comme moyenne petit d et comme écart type sigma grand D qu'il faut encore définir. En fait, c'est assez simple. Il suffit de considérer que la variance sigma d carré est égale à la variance de la différence de grand X1 bar moins grand X2 bar. Et on sait que la variance d'une différence est égale à la somme des variances, c'est-à-dire V de X1 bar plus V de X2 bar. C'est-à-dire sigma 1 carré divisé par N1 plus sigma 2 carré divisé par N2, dont on tire immédiatement ce que vaut sigma d, c'est-à-dire la racine carrée de ce que nous venons d'obtenir. Nous avons du coup les deux formules principales qui vont nous permettre de pouvoir faire ce test de comparaison. La moyenne petit d et l'écart type sigma grand D. Comment calculer la cote Z? La formule générale que nous connaissons depuis le début, c'est x bar moins mu divisé par sigma. Je vais transformer cette formule pour s'adapter à notre test de deux moyennes. Ce n'est plus x bar, mais la différence de x bar. Moins non plus mu, mais la différence de mu. Le tout divisé non plus par sigma, mais sigma d. Or, que savons-nous? Nous savons que mu1 moins mu2, par défaut, est égal à 0. Donc ça tombe. La différence de x1 bar et de x2 bar, c'est ce que nous avons appelé petit d, que l'on divise par sigma d.
Et voilà. Voici donc la formule résultante. Pour notre test, nous allons avoir besoin d'un seuil de confiance, alpha. Il faudrait donc que notre valeur z soit comprise entre moins z 1 moins alpha demi et plus z 1 moins alpha demi. Notre intervalle de confiance serait alors d moins z 1 moins alpha demi fois sigma d, d plus z1 moins alpha demi sigma d. Et pour peu que alpha soit égal à 5%, c'est-à-dire à 0,05, il suffit de remplacer tous les z1 moins alpha demi par 1,96, comme ceci. Bien entendu, ici c'est le cas du test bilatéral, puisque le alpha qui vaut 5% correspond à 2% et demi à gauche et 2% et demi à droite. Pour le cas unilatéral, c'est pas plus compliqué que ce que nous venons de voir ici, et cette fois-ci, nous allons l'examiner via un exemple. Nous allons comparer la superficie de plusieurs terrains. Nous allons regarder ce qui se passe en Flandre et en Wallonie. En Flandre, nous nous intéressons à un échantillon de 36 terrains. Par contre, en Wallonie, nous examinons 49 terrains. De chaque côté, nous recherchons les moyennes et les écarts-types. Nous obtenons x1 bar qui vaut 34, x2 bar qui lui vaut 32. Nous obtenons des écarts-types, cette fois-ci, S1, on considère que sigma 1 n'est pas connu, mais on voit que x1 bar est égal à 34, qui est plus grand que 30, donc on va garder le principe de la loi normale, on n'aura pas besoin d'utiliser la loi de Student, et donc on considère que sigma 1 sera remplacé tout simplement par S1 équivaut 12, tandis que S2 vaut 7. Avant de commencer à faire les calculs, nous allons d'abord exprimer l'hypothèse. H0, on aimerait bien savoir si on peut considérer que mu1 est égal à mu2. Par contre, mon hypothèse alternative, ce sera de me poser la question, est-ce qu'il serait possible que mu1 soit plus grand que mu2? Voilà, nous pouvons faire les calculs. Petit d, c'est x1 bar moins x2 bar. C'est-à-dire 34 moins 32, ce qui donne 2. Sigma d est égal. C'est la racine carrée de S1 carré sur N1 plus S2 carré sur N2. C'est-à-dire la racine carrée de 12 au carré sur 36 plus 7 au carré sur 49. Ce qui donne la racine carrée de 4 plus A, c'est-à-dire la racine carrée de 5, qui vaut à peu près 2,24. Donc, petit z, qui est égal à petit d divisé par sigma grand D, est égal à 2 divisé par 2,24, qui vaut 0,89,
Et comme il s'agit d'un test unilatéral, eh bien, il suffit de vérifier que cette valeur est bien inférieure à 1,645 à partir du moment où on avait considéré toujours que alpha vaut 5%. Sous base de nos deux échantillons, on ne peut pas affirmer que la différence est significative, elle est donc non significative. H0 semble acceptable, on ne peut pas la rejeter. Voici donc notre graphique pour le test unilatéral. Comme on veut mu1 qui soit supérieur à mu2, ça veut dire que c'est un test unilatéral à droite. Dans ce cas-ci, la marge d'erreur est égale à S0 qui vaut Z1 moins alpha multiplié par sigma d, c'est-à-dire 1,645 multiplié par sigma d qui valait 2,24, c'est-à-dire environ 3,68. Or, en ce qui concerne la cote Z, le 0,89 calculé est nettement inférieur que le 1,645, de même que ici 2 est bien inférieur à 3,68. On voit bien que 2 se trouve en zone de confiance. On ne peut jamais dire que H0 est vrai, on peut juste le supposer. On considère que H0 est acceptable et ne peut pas être rejeté. Certains statisticiens aiment calculer ce qu'on appelle la p-valeur, ou encore petit p, ce qu'on appelle en anglais la p-value. C'est en fait rechercher la probabilité qui se trouve juste ici. Donc, dans le cas qui nous occupe, petit p serait égal à la probabilité que z soit supérieur à 0,89. Si on regarde le résultat dans les tables, on finit par trouver comme résultat 0,1867. C'est-à-dire encore 18,67%. Petit p serait donc un indicateur de confiance d'avoir bien rejeté H0 après l'avoir considéré comme étant vrai. Donc, si P est inférieur à alpha, on peut considérer alors que la différence est significative, tandis que si petit p est supérieur à alpha, la différence est non significative. Comme nous avons choisi alpha est de 5%, vous voyez bien la différence entre alpha et p. Alpha se choisit avant, p se calcule après. Donc si alpha vaut 0,05, trouver un petit p qui vaut 0,1867, c'est largement non significatif. On ne peut pas rejeter H0. Ce n'est que si on avait pris un alpha qui était égal à 0,1867 que l'on aurait pu dire à ce moment-là que la probabilité que mu1 soit plus grand que mu2, c'est-à-dire que la surface des terrains en Flandre sont plus grands que ceux de Wallonie, devrait, dans ce cas, être acceptée. Mais cela veut dire aussi que le pourcentage de notre zone de confiance n'aurait pas été de 95%, mais seulement d'un peu plus de 81%. Supposons maintenant que nous nous soyons trompés et qu'il y ait bien une différence significative entre mu1 et mu2. Elle vaudrait delta, donc qui serait positive. Donc en fait, delta est choisi. Dans ce cas-là, après avoir choisi cette différence, nous pourrions calculer à la fois la probabilité bêta et la probabilité eta. Nous trouverions bêta
juste à gauche de alpha, mais en dessous de la deuxième gaussienne. La puissance statistique eta se trouve directement à droite de bêta, c'est-à-dire 1 moins bêta, toujours en dessous de la deuxième gaussienne, et on voit que eta englobe alpha. Terminons cette leçon en comparant cette fois deux proportions différentes. L'hypothèse 0 consiste à dire que les deux proportions considérées de chacune des populations sont identiques. Du côté de notre échantillon, nous avons P1 chapeau qui peut être désigné par F1 et P2 chapeau qui peut être désigné par F2. Donc nous avons pour l'échantillon numéro 1, sigma P chapeau 1 qui serait égal à F1 multiplié par 1 moins F1, le tout divisé par N1, et on n'oublie pas de mettre tout ça en dessous d'une belle racine carrée. Voilà. Et la même chose pour ce qui concerne l'échantillon numéro 2. Et voilà. Au niveau de nos échantillons, on considère toujours que la différence est égale à F1 moins F2. D est une variable aléatoire correspondant à la différence des variables aléatoires P1 moins P2. Et grand D suit donc toujours une loi normale suivant une moyenne petit d et un écart type sigma grand D qu'on va déterminer. On a sigma d carré qui est égal à sigma P1 carré plus sigma P2 carré. Et ça, c'est égal à F1, 1 moins F1 divisé par N1 plus F2, 1 moins F2 divisé par N2. Comme ce qu'on veut, ce n'est pas la variance mais l'écart type, il suffit de mettre des racines carrées partout et on obtient ceci. Et nous obtenons les deux formules qui nous intéressent pour le début, petit d d'une part et sigma d d'autre part. Petit z sera toujours déterminé de la même manière en divisant petit d par sigma grand D. On pourrait appeler ça la méthode 1 parce qu'il existe une deuxième méthode que nous allons étudier immédiatement. Cette fois-ci, on définit une valeur notée P chapeau qui vaut N1 F1 plus N2 F2 divisé par N1 plus N2. Dans ce cas, on considère que sigma D est égal à P chapeau fois 1 moins P chapeau divisé par N1 plus P chapeau 1 moins P chapeau, donc c'est la même chose. Le tout divisé par N2 cette fois, le tout sous une belle racine carrée. Avec petit z qui vaut toujours petit d sur sigma grand D. Prenons donc un exemple. Je considère deux communautés qui regardent tous les deux la même émission télévisée sur l'économie nationale. Nous avons une communauté numéro 1 et nous prenons un échantillon de 50 ménages
Et sur ces 50 ménages, on n'a que 10 ménages qui regardent l'émission en question. Nous avons une communauté numéro 2. Là également, on prend un échantillon de même taille. Et cette fois-ci, on constate qu'il y a 15 ménages qui regardent l'émission télé en question. H0 consiste bien à déterminer si la proportion de chaque communauté est égale à l'autre. Nous avons donc F1 qui vaut 10 sur 50, c'est-à-dire 0,2. Nous avons F2 qui vaut 15 sur 50, c'est-à-dire 0,3. Ce qui donne pour petit d une différence donc de F1 moins F2 qui vaut 0,2 moins 0,3, c'est-à-dire moins 0,1. Le fait d'avoir une différence qui est négative n'a aucune incidence sur le raisonnement. On va utiliser donc la méthode numéro 1. Calculons la première variance. Elle vaut F1, donc 0,2, multiplié par 1 moins F1, le tout divisé par N1 qui vaut 50. Ça me donne 0,032. Je fais la même chose pour l'autre échantillon. Donc, la deuxième variance, c'est cette fois-ci 0,3 multiplié par 1 moins 0,3, le tout divisé par 50, ce qui me donne 0,0042. La valeur de sigma d, c'est donc la racine carrée de 0,0032 plus 0,0042, ce qui me donne 0,086. Si j'utilise la deuxième méthode, j'ai P chapeau qui vaut N1 fois F1 plus N2 fois F2 divisé par N1 plus N2, ce qui donne 0,25. Sigma d est égal à la racine carrée de P chapeau fois 1 moins P chapeau divisé par N1 plus la même chose puisque N1 et N2 sont égaux. Et après avoir fait la racine carrée de ça, j'obtiens 0,0866. Je constate que les différences ne sont pas énormes. Je peux calculer petit z. 7, c'est petit d divisé par sigma grand D, 0,086. Je peux rajouter l'autre 6 si on veut. Le résultat ne va pas donner une grande différence. Ça va nous donner moins 1,16. Si je regarde le moins 1,16 en valeur absolue, je vois que 1,16 est inférieur à 1,96.
Donc pour un test bilatéral, je vois que je suis toujours dans la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle, et donc je peux considérer qu'elle est acceptable et je ne peux pas la rejeter. Fin de la leçon.